Bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue donc pour cette nouvelle édition donc, de la journée IRD, Innovation, Recherche, Développement sur la filière Grande Culture en Occitanie. Donc vous le savez, ces journées IRD, Innovation, Recherche, Développement, sont une co-organisation entre la Chambre régionale d'agriculture et les instituts techniques agricoles en région, donc en l'occurrence pour la filière grande culture, Arvalis, représenté par Sophie Valade aujourd'hui ce matin, et Terrinovia, représenté donc par Christophe Vaugrinsic ce matin, donc qui vont m'accompagner dans l'animation de cette journée, et que je remercie pour ce challenge relevé il y a quelques années et qui nous permet chaque année de vous offrir ce genre de journée, donc ouverte à l'ensemble des conseillers, et on va voir que vous avez répondu présent, mais aussi ouverte à l'ensemble des acteurs qui accompagnent le monde agricole pour témoigner à partir d'un sujet d'actualité pour la filière, essayer de mobiliser à la fois les résultats de projets de R&D qui peuvent nourrir les questions qui se posent aux agriculteurs et aux conseillers, mais aussi, et c'est un peu une caractéristique de ces journées, essayer via des témoignages d'acteurs en région, de praticiens, d'agriculteurs, de nous donner quelques clés quelques solutions par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face. Alors voilà, donc pour dire quelques mots sur le sujet que l'on vous propose de travailler, j'ai emprunté cette diapositive aux collègues de Serre France qui ont organisé début janvier une réunion visant à présenter les résultats prévisionnels des filières végétales pour l'année 2024. Et vous avez donc derrière moi l'évolution de l'EBE, d'une typologie d'exploitation qui sont les céréaliers en sec de la région Occitanie. Et vous voyez donc l'évolution, déjà le fait qu'en valeur absolue, l'EBE est assez faible, au moins sur 3 années sur les 5 de la chronique. Et puis surtout l'évolution à la fois des produits et des charges. Et on peut d'ailleurs s'inquiéter d'un éventuel effet ciseau si on avait prolongé les courbes de l'année 2023. Donc 2024, il y a une certaine stabilité, mais hélas, à la hauteur de l'année 2023. Et c'est un petit peu ces constats que je suppose peut-être partager avec vous, et surtout avec les agriculteurs que vous accompagnez, qui nous ont amenés à vous proposer donc les thématiques des journées IRD depuis 2 ans, on va dire, puisque ce constat de trouver des leviers pour améliorer la compétitivité des exploitations et surtout essayer de travailler sur la recherche de valeur ajoutée est donc quelque chose qui nous anime depuis ces 2 années. Donc en février 2023, on vous avait proposé une journée sur les questions de levier de compétitivité. On avait donné quelques exemples sur l'optimisation des charges, etc. Et puis là, l'idée, c'est de travailler sur un autre levier qui est un petit peu la recherche de valeur ajoutée et donc de la diversification. Donc c'est pour ça que cette journée s'intitule Diversification des exploitations de grandes cultures, évolution des marchés, recherche de valeur ajoutée et enjeux agronomiques. Alors, avec l'équipe organisatrice de cette journée, il nous est apparu d'avoir un prisme particulier qui est celui donc d'essayer d'avoir cet angle de recherche de valeur ajoutée sous l'angle des productions végétales. Vous le savez qu'il y a aujourd'hui le monde agricole, on lui propose d'autres sources de valeur ajoutée, notamment sur le volet des énergies renouvelables. Là, aujourd'hui, on a vraiment voulu mettre l'accent sur, et illustrer, au travers de quelques témoignages au cours de la journée, illustrer qu'il existait des pistes et des solutions pour amener de la valeur ajoutée sur les exploitations de grandes cultures au travers de production végétale.
voilà, il y a là un enjeu pour nous, Institut technique et Chambre d'agriculture, de pérennité aussi des activités économiques autour de la filière grande culture. Alors, vous dire aussi que cette journée, j'ai oublié de le dire, bénéficie d'un certain nombre de soutiens financiers, et notamment ceux du CASDAR, le compte d'affectation spéciale pour le développement agricole, et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Alors, quelques mots sur voilà, qui nous sommes ce matin. C'est perturbant de ne pas avoir le diapo. Tac, tac. Voilà, donc aujourd'hui, déjà sur le panel des entreprises que vous représentez ce matin, donc une majorité d'acteurs du conseil et R&D, on va dire, puisque voilà, 85% des participants sont issus d'organismes, chambres d'agriculture, coop, négoce, instituts techniques et organismes de recherche. Et on aimerait qu'ils soient encore plus présents, mais ces journées sont aussi ouvertes à d'autres acteurs comme le monde de l'enseignement agricole, des banques ou même de partenaires plus administratifs de l'agriculture. Et si ensuite on passe à la question des métiers, vous voyez que majoritairement, les métiers représentés sont plus des métiers de conseil, donc on est bien dans notre cœur de cible, mais aussi des managers et donc des gens qui sont en responsabilité pour orienter ces activités. Merci d'avoir répondu présent encore une fois pour cette journée, et donc le sujet doit être d'intérêt pour vous tous. Donc, je vais passer la parole à Christophe Vaugrency qui va animer cette matinée, et bons travaux. Merci Pierre. Donc on va enchaîner, je pense que tu as tout dit en introduction. Donc effectivement, le sujet de la journée aujourd'hui, c'est la diversification. Mais avant de se lancer dans la diversification, je pense qu'il y a une question à laquelle il faut qu'on essaye de répondre, c'est pourquoi diversifier ? Dans le sens où diversifier, ce n'est pas une finalité en soi. Ça peut répondre à pas mal d'objectifs ou d'enjeux agronomiques ou vis-à-vis de l'environnement. Mais il est fondamental, et c'est ce sur quoi aussi on travaille nous au niveau des instituts dans le cadre de nos filières, c'est que ces cultures de diversification puissent aussi répondre à des besoins de marché, s'intégrer dans des filières pour que justement les cultures de diversification que l'on peut proposer auprès des agriculteurs, qui présentent encore une fois des atouts agronomiques, soient avant tout aussi des cultures rémunératrices. Donc c'est pour ça que, avant de se lancer dans la diversification, il faut absolument qu'on puisse essayer d'apporter des éléments de réponse sur la question de pourquoi diversifier, d'où cette première intervention donc, de Clarisse Bonhomme de Chambre d'agriculture de France, et qui sera donc en visio. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Ouais, parfait, le son est parfait. Parfait. Je suis un peu loin, je suis dans les Pays de la Loire, donc voilà, cette intervention en visio. Merci aux organisateurs de m'avoir sollicité pour introduire cette journée qui s'annonce riche sur la diversification des exploitations grande culture. Je me présente rapidement, Clarisse Bonhomme, je suis chargée de mission à Chambre d'agriculture France, et donc je vais poser la question pourquoi diversifier en grande culture pour apporter des éléments de réflexion. Donc tout d'abord, je vous propose de rappeler le contexte économique dans lequel évoluent les exploitations agricoles, même si vous avez eu là quelques éléments avec le graphique sur le BE. Ce contexte explique la recherche de solutions pour obtenir une certaine résilience des exploitations, pour gérer les risques nombreux qu'elles subissent. Et nous verrons qu'effectivement, la diversification peut avoir plusieurs objectifs, et donc il y a plusieurs leviers à actionner pour aboutir à cette diversification, des leviers qui peuvent être combinés, associés, et qui peuvent être donc complémentaires. J'aborderai ensuite les questions préalables à la diversification, parce que c'est vrai que la diversification, c'est une problématique qui oblige à repenser différemment les systèmes agricoles. Donc nous aborderons cette question avant que je parle de l'évolution des assolements
au niveau national, pour montrer un exemple de ce qui est en train de se produire. On verra ce qui s'est passé les 10 dernières années et on se projettera sur les prochaines années au niveau européen et au niveau national, avec des conséquences non négligeables sur les filières que nous connaissons. Alors, tout d'abord, le contexte économique dans lequel évoluent les exploitations grandes cultures. Alors, je n'ai pas pris l'EBE, mais j'ai pris comme indicateur le résultat courant avant impôt, ramené par ETP non salarié, donc équivalent temps plein, hein, non salarié, pour pouvoir comparer les exploitations entre elles. Et moi, je vais vous présenter des chiffres qui remontent aux années 90. Donc les résultats à leur donner, c'est en milliers d'euros 2023, c'est-à-dire qu'on s'affranchit des effets de l'inflation. Donc première période de 90 à 2006, où on voit qu'il y a des évolutions dans les résultats comptables des exploitations qui peuvent aller, voilà, on a pris à peu près 20 000 euros entre le début des années 90 et le milieu des années 90, donc en 5 ans. On est resté relativement stable pendant quelques années avant que les résultats ne se dégradent un peu. Mais une volatilité des résultats qui n'a rien à voir avec ce qui a suivi derrière depuis la crise financière de 2007-2008. Là, on voit que les chocs sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus resserrés, où on peut, donc en 2007, on a doublé les résultats des exploitations en 1 an, divisé par 6 en 2 ans. Donc on voit que là, on a une volatilité des résultats qui s'installe, qui est due à de nombreux facteurs qui se combinent. 2007-2008, on avait une hausse importante des prix des grandes cultures. Ensuite, on a eu un ciseau des prix qui a abouti à des résultats comptables beaucoup plus faibles en 2009. Reprise des cours, reprise de la demande ensuite, qui a porté les marchés agricoles. Des accidents de production, comme en 2016, où la baisse des rendements a fortement impacté les résultats des exploitations. Et plus récemment, on a la reprise post-Covid, puis la guerre en Ukraine, qui ont porté les résultats des exploitations à des niveaux records en 2022, et la douce froide de 2023, où les résultats ont diminué de plus de 80%. Donc, on le voit, dans ce contexte, eh bien, il faut que les exploitations soient résilientes. Je crois que c'était le thème abordé lors d'un précédent colloque, pour résister à ces risques. Alors, qui dit risque dit aussi parfois opportunité. Hein, quand on voit les pics de résultats que l'on a là, c'est qu'il y a des opportunités pour les exploitations. Mais aussi, il faut pouvoir résister à des résultats qui peuvent être négatifs dans certains cas. En 2016, on avait des résultats inférieurs à 0. Donc, risque pris sur les intrants, sur les cultures, j'en ai parlé. Risque de production avec le dérèglement climatique sur les quantités, sur la qualité des productions. Un risque qui émerge depuis finalement relativement peu de temps, c'est le risque sur la demande. Et pour illustrer ce risque, je parlerai de l'agriculture biologique, hein, qui récemment a connu de grandes difficultés parce que la demande n'était pas là. Et on a ce même phénomène sur d'autres marchés. Les risques réglementaires, c'est-à-dire que la réglementation évolue et qu'il faut aussi s'y conformer. Des risques humains, on a effectivement un certain nombre de risques que les exploitants doivent gérer, absorber pour pouvoir continuer à exercer leur activité. Donc c'est pour assurer la résilience de cette exploitation finalement qu'on parle aussi de diversification. Et là, le vieil adage a tout son sens, hein, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est l'objectif de la diversification. Moi, j'ai pris une entrée économique pour montrer les bénéfices que l'on peut attendre de cette diversification. Mais il y a d'autres entrées, comme c'était rappelé en introduction, hein, qui peuvent être réglementaires. Il faut se conformer à l'impulsion donnée par la réglementation. Des objectifs environnementaux, sociétaux, pour répondre à la demande de la société notamment. Donc, en fonction des bénéfices attendus, finalement, on va avoir des sous-objectifs qui vont être bien différents. Donc, je vais prendre des objectifs un peu plus concrets. Si on veut améliorer les résultats des exploitations, c'est peut-être
un peu moins dépendants de la volatilité des prix des intrants, donc réduire leur consommation, par exemple. Ça peut être la recherche d'améliorer la valorisation de la production, en cherchant de nouveaux débouchés, par exemple, ou en variant les sources de revenus. Pour contrer le dérèglement climatique, c'est se dire on cherche à au moins stabiliser les rendements, si ce n'est les augmenter. Et on verra qu'il y a différents leviers qui peuvent être actionnés, et vous le verrez surtout tout au long de la journée. Et puis, il peut y avoir des objectifs de diminution de l'impact sur l'environnement, notamment la pollution des sols, la biodiversité. Et ces objectifs, en fait, sont à définir au départ et peuvent se combiner. Alors, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés pour aboutir à ces bénéfices ? C'est là que je pense qu'il faut revoir effectivement les systèmes de production et de commercialisation, de collecte, mais tout au long de la filière, il faut repenser un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire. Pour un agriculteur, ça commence déjà par le choix des variétés, puisqu'on peut combiner, diversifier les variétés utilisées pour une même culture. Le choix des cultures, varier les cultures, allonger les rotations, associer des cultures entre elles. Ça peut être aussi dans la commercialisation, parce qu'un agriculteur qui produit des grandes cultures peut vendre à la compte, il peut aussi vendre en prix ferme avant récolte, après récolte, il peut stocker, il peut bénéficier aussi de filières courtes sur le territoire, avec des choix de débouchés qui peuvent aussi être variés, comme des signes de qualité qui peuvent aboutir à une meilleure valorisation sur une partie de la production de l'exploitation. Il peut aussi y avoir des développements d'activités complémentaires des activités agricoles, comme les activités énergétiques ou de tourisme, mais ce n'est pas l'objet de cette journée. Il y a de nombreux leviers, effectivement, qui peuvent être actionnés, et là, je n'en ai cité que quelques-uns, qui peuvent être combinés pour aboutir donc aux bénéfices attendus. Et c'est là où il me semble que c'est important de définir l'objectif stratégique de la diversification pour une exploitation, pour être sûr d'aller dans le bon sens, et raisonner en filière, parce que chaque maillon, finalement, est dépendant des autres. Si on prend l'exemple des exploitants agricoles, s'ils veulent mettre en place une nouvelle culture, il faut quand même s'assurer que les semences sont disponibles, qu'il y aura des débouchés commerciaux pour cette culture, que les contraintes logistiques vont être réglées parce qu'il y aura peut-être des stockages de petits volumes au départ, ou un stockage un peu différent. Donc voilà, il y a un filière à adopter, c'est une réflexion en filière qu'il peut y avoir dans certains cas de diversification. Il y a aussi un changement de référence au niveau de l'exploitation, même si c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire depuis plusieurs années, mais c'est vrai que le calcul de marge brute par culture a peut-être beaucoup moins d'intérêt pour voir quels sont les bénéfices de la diversification, puisqu'on l'a vu, l'intérêt c'est de pouvoir être résilient sur plusieurs années pour absorber des chocs et modifier le système justement pour perdurer sur du long terme. Quand on modifie des rotations, qu'on allonge des rotations, qu'on introduit par exemple des légumineuses pour diminuer la consommation d'intrants après, on a en fait un effet pluriannuel et une performance globale du système qu'il faut pouvoir mesurer. Donc on s'éloigne un peu du calcul de marge brute par culture et il faut changer son référentiel. Ensuite, bien sûr, comme dans tout projet, c'est bien de chiffrer les investissements humains, financiers que cela demande. Et comme la diversification est une problématique assez complexe dans le sens où ça fait appel à des compétences très diverses, il est, me semble-t-il, nécessaire d'être accompagné dans cette démarche pour pouvoir justement avoir des points de vue différents et complémentaires. Alors, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe sur les assolements grandes cultures au niveau national. Là, je vais vous présenter les évolutions des 10 dernières années. Alors, j'ai pris en fait le comparatif entre la moyenne 2010-2013 et la moyenne 2020-2023.
J'ai exclu 2024, qui pour moi est une année très particulière au niveau national. On a quand même la plus mauvaise récolte de blé depuis 40 ans. Mais ce sont des phénomènes qui vont certainement se reproduire de manière plus rapprochée. Bon, premier constat, c'est que les surfaces grandes cultures ont diminué de 2,6% en 10 ans. Et qu'on a, si on regarde la part de chaque grand groupe de grandes cultures, une diminution de la part de céréales de 0,3 points et une augmentation de la part des oléagineux et des protéagineux. Si on regarde un peu plus dans le détail dans l'évolution des surfaces, on voit que pour les céréales, on a effectivement des baisses de surface de plus de 100 000 hectares pour le blé tendre, de presque 200 000 hectares pour le blé dur. Pour le maïs, on a une baisse de plus de 200 000 hectares, mais aussi des diminutions de surface pour les orges de printemps, triticale, le riz. Une légère augmentation de surface pour le seigle, l'avoine, le sorgho, des mélanges de céréales aussi, ou d'autres céréales, et surtout pour l'orge d'hiver, qui fait figure un peu d'exception dans ce panorama céréalier, où on a une progression des surfaces de plus de 200 000 hectares. Voilà, donc céréales, diminution des surfaces, sauf l'orge qui se distingue. Du côté des oléagineux, c'est plutôt donc une progression des surfaces, sauf le colza. On a une forte diminution de l'ordre de 350 000 hectares, et surtout une progression du soja, et dans une moindre mesure du tournesol, du lin. Je n'ai pas représenté le chanvre ici, mais il y a aussi des progressions ces dernières années. Du côté des protéagineux, alors là on change d'échelle, puisqu'on parle de dizaines de milliers d'hectares. On a plutôt une régression de la févrole et du pois, et une progression des haricots secs, lentilles, pois chiches, lupins, autres protéagineux, mélange de pois. Et de l'ordre de, si on regarde un peu les lentilles ou les mélanges de pois, voilà, c'est 30. Au total, on a 30, 50, 70 000 hectares en fait en plus. Je retenais un peu ces ordres de grandeur parce qu'on va voir ce qui est projeté pour la suite. Au niveau européen, là je vous présente des travaux de la Direction générale agricole, service de la Commission européenne, sur des projections 2024-2035. Donc j'ai pris la même méthode en regardant l'écart 2033-2035 par rapport à 2021-2023. J'ai exclu 2024. Et on s'aperçoit que ce qui est anticipé, c'est plutôt toujours une diminution des surfaces de céréales de l'ordre de 2,8% et une augmentation des surfaces oléoprotéagineux de 0,5%, avec une diminution des surfaces grandes cultures de 2,2%. C'est-à-dire qu'on prolonge un peu les tendances qu'on a eues ces dernières années, avec la baisse des surfaces globales, diminution des surfaces de céréales, donc de moins 1,43 million d'hectares. Pourquoi cette baisse programmée? Parce qu'on s'attend à une baisse de la demande en alimentation animale, à une volatilité du prix des intrants qui fait qu'on préférera d'autres cultures que les céréales, et une eau qui se fera de plus en plus rare, donc aussi qui provoquera un report sur d'autres cultures. Dans le détail, vous voyez que toutes les céréales sont concernées, y compris le seigle, moins 7%, à l'exception de l'orge, où la DG Agri s'attend à une hausse de 0,5% des surfaces. On retrouve décidément cette orge qui a un statut particulier. Du côté des oléoprotéagineux, l'augmentation des surfaces est limitée, 66 000 hectares, en comparaison des 1,43 million d'hectares. Avec ce qui motive cette progression, c'est l'augmentation programmée de la demande alimentaire en protéines végétales, donc moins de demandes carnées, plus de demandes de protéines végétales, une incitation réglementaire à produire des cultures protéiques. Donc là, ça montre que les dirigeants européens sont conscients que sans incitation réglementaire, ce sera compliqué d'aboutir à une augmentation des surfaces de protéagineux.
Donc sur les protéagineux, ce qui est programmé, c'est plus 75 000 hectares. Là aussi, je vous demande de retenir ce chiffre parce qu'on verra que c'est une petite divergence par rapport à ce que je vous montrerai au niveau français. Sur soja et tournesol, on a plus de 100 000 hectares pour chaque culture. Et colza, moins 7,3%, moins 425 000 hectares du fait de la diminution de l'utilisation des biocarburants et du biodiesel en général, et du diesel également. Donc en fait, hein, si on mettait hors colza, on aurait une progression un peu plus importante des oléoprotéagineux. Voilà, ça c'est la projection au niveau européen. Baisse de céréales sauf l'orge et augmentation des surfaces d'oléoprotéagineux. Au niveau français, je vais vous présenter la feuille de route décarbonation de la filière grande culture qui a été présentée par plusieurs instituts techniques sur une période un peu différente, hein, c'est 2015-2030, la période d'étude. Alors, je n'ai pas obtenu les chiffres détaillés, donc, mais les résultats que je vous présente sont un peu partiels. Mais on retrouve les mêmes tendances, hein, diminution des surfaces, là de l'ordre de 7% quand même, et augmentation des surfaces de protéagineux, 17%, plus 300 000 hectares. Vous voyez qu'au niveau européen, on était à plus 75 000 hectares. Et en France, pour répondre aux contraintes de décarbonation, il nous faudrait plus 300 000 hectares de protéagineux. Donc une différence assez importante. Sur les oléagineux aussi, augmentation des surfaces de tournesol, parce qu'il y a moins d'engrais, de soja, de lin, et puis je vous ai mis les autres cultures. Alors c'est vrai que cette forte progression des protéagineux pose question et a fait réagir de nombreux opérateurs, parce que la question principale, c'est quelle va être la rentabilité pour les agriculteurs de la culture des protéagineux. Il va falloir développer de nouveaux débouchés, promouvoir ces protéagineux, notamment pour l'alimentation humaine, et avoir en tête qu'il y a aussi des concurrences possibles au niveau de l'importation, hein, puisqu'il y a déjà des opérateurs qui existent sur ces marchés, et comment l'agriculture française sera compétitive par rapport aux autres origines de protéagineux. Cette filière a de nombreux atouts. D'abord, elle peut contribuer à l'autonomie protéique pour l'alimentation animale, d'autant plus qu'il y aura moins de tourteaux de colza. Ça permet d'utiliser aussi moins d'engrais, donc on voit que ça fait partie de la résilience des exploitations. Et puis, il y a eu un développement récent de nombreux signes de qualité en nutrition humaine qui montrent qu'il y a des débouchés qui se créent progressivement. Mais il va falloir que le mouvement s'accélère. Alors, ça pose question, et voilà, je rebondis sur le volet économique. Dès qu'on parle diversification, donc il y a des modifications d'assolement derrière, il faut bien penser aux débouchés. Ça pose aussi question sur les céréales, parce nous sommes quand même un grand pays producteur de céréales et exportateur de blé. Les céréales, c'est le deuxième poste de notre balance commerciale agroalimentaire. Si on regarde la France peut se targuer d'avoir un solde commercial agroalimentaire positif, alors que le solde global est largement négatif depuis les années 2000. Donc ça contribue à la richesse de la France. Et si on regarde la part des grandes cultures dans ce solde, donc je vous rappelle, hein, c'est la valeur des exportations moins la valeur des importations, on voit qu'on est quand même à plusieurs milliards d'euros. Donc c'est un volet important de notre agriculture qu'il ne faut pas négliger. Alors ça ne veut pas dire que les autres postes ne contribuent pas beaucoup à la balance, hein, ça veut dire qu'il y en a qui contribuent négativement, mais les céréales contribuent très positivement. Donc ça aura forcément un impact, cette diversification, si on va vers moins de céréales, sur le positionnement de la France sur le marché mondial, sur le marché intérieur également. Et donc, c'est une réflexion à avoir à un niveau macroéconomique. Quel objectif on se donne pour l'agriculture française et son positionnement par rapport aux marchés mondiaux. Donc, vous voyez, j'ai introduit mon propos par des données microéconomiques d'exploitation et on voit que la diversification aura des conséquences sur le volet macroéconomique
de l'agriculture française. Merci pour votre attention, en espérant que la distance n'aura pas altéré la qualité du son. Merci Clarisse pour cette première présentation qui permet de, entre guillemets, planter un peu le décor sur le pourquoi se diversifier et diversifier les assolements. Alors peut-être y a-t-il déjà des questions dans la salle avant qu'on passe au sujet suivant. Ouais, je pense, parce que je vais peut-être pas entendre. Je vous laisse vous présenter pour... Bonjour, Olivier Micos, Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées. J'avais une question sur les projections de surface. Si on fait le solde céréales oléoprotéagineux au niveau européen, il y a 1,3 million d'hectares qui sautent. Ils partent dans quoi? Au niveau européen, là, la baisse de 1,43 ouais. million d'hectares, bon, déjà, il y a une diminution des surfaces globales de 2,2%. Donc, il y a une partie de ces céréales qui ne seront pas remplacées du tout, en fait. Et c'est un phénomène qu'on observe et en France et au niveau européen, c'est qu'on a une baisse assez importante, hein, parce que là, c'est en un peu plus de 10 ans hein, qu'on perd à chaque fois des surfaces. Bon, vous le savez, hein, il y a une déprise agricole. Donc, c'est une des explications. Après, augmentation aussi des surfaces boisées. Et puis, il y a d'autres cultures hein, qui pourraient prendre aussi un petit peu plus de place, mais essentiellement la baisse des surfaces totales. Oui, bonjour, Cécile Freiss de la Chambre d'agriculture du Tarn. Alors, je ne sais pas si vous aurez la réponse ou pas, mais j'ai vu qu'elle n'était pas prévue dans les interventions d'après. Moi, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la rentabilité dans les différents leviers hein, des signes de qualité en grande culture. Moi, là où je m'interroge, c'est quelle est la plus-value aujourd'hui des céréales alors que je vais dire BPS ou blé de force par rapport à du blé alimentation animale. Voilà. Et je ne sais pas si on a des données là-dessus aujourd'hui, mais c'est une vraie question que je me pose en termes de rentabilité pour les agriculteurs et dans les conseils qu'on